Et comme chaque dimanche, un grand angle consacré à la politique française, une semaine riche avec la promulgation au pas de course par Emmanuel Macron de sa très contestée réforme des retraites, promulgation en pleine nuit juste après la validation de l'essentiel du texte par le Conseil constitutionnel. Du côté de l'intersyndicale, on ne baisse pas les bras pour autant. Alors cette crise sociale et politique va-t-elle continuer? On en parle cette semaine avec vous, Perrine Tarnaud. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de l'information de Public Sénat. Bonsoir. Et avec vous, Richard Wehrli, correspondant à Paris du site suisse d'information Blick. D'abord, Perrine Tarnaud, quelle est l'image politique de la semaine en France pour vous? L'image du Conseil constitutionnel, bien entendu. On a parlé pour une fois, et c'est quand même assez rare, que du Conseil constitutionnel cette semaine. Donc c'est l'image que je retiens. La décision de vendredi était très attendue. Et on peut dire ce soir qu'elle ne change pas grand-chose, dans le sens où, d'une part, elle durcit même un peu la réforme du gouvernement, puisque les cavaliers sociaux ont été empêchés par le Conseil constitutionnel. Et donc c'était les mesures les plus sociales, en fait, du texte qui ont été écartées. Ce soir, on peut dire que les positions sont un peu figées, mais je pense qu'on va en débattre ensemble. On va en débattre, et puis surtout Emmanuel Macron va parler demain soir. On va y revenir. Richard Wehrli, vous, qu'est-ce qui illustre cette semaine politique Eh bien, la même image que Perrine, mais sous l'angle policier. On a noté dans les images qu'on vient de voir les grilles, mais devant les grilles, il y avait énormément de policiers anti-émeutes, et ça remontait dès le jeudi soir, puisqu'il y avait eu des manifestations. Et vu de l'étranger, c'est cette image qui reste. Qu'est-ce qu'elle dit pour vous? Parce que ce sont les juges du Conseil constitutionnel dans un pays protégé par la police, dans un pays qui est au bord du chaos. Je ne dis pas que c'est le cas, mais vu de l'étranger, et notamment de l'étranger lointain, vous imaginez que c'est ces images qu'on a retenues, surtout que la France quand même intervient souvent en faveur des droits de l'homme, en faveur de l'état de droit. Eh bien, tous les pays visés par les accusations de la France se frottaient d'une certaine manière les mains devant ce qu'on a vu vendredi à Paris. Perrine Tarnaud, justement, ça vous a aussi interpellé cette image des CRS autour du Conseil constitutionnel? Oui, ça enfermait effectivement un peu le Conseil constitutionnel dans sa décision, une volonté de les protéger, comme s'ils pouvaient être perméables aux pressions des uns comme des autres. Donc c'était un peu maladroit dans le sens où ça peut donner l'impression que justement ils peuvent être influençables. Et c'est en ça que je trouve que cette image est maladroite. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de surprises, pour être honnête, dans la décision du Conseil constitutionnel? Non, absolument aucune surprise. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc ont été écartées les mesures un peu sociales du texte, donc il sort plus durci après le passage devant le Conseil constitutionnel. Peu de surprises. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir un petit peu comment sortir de cette impasse, comment Emmanuel Macron va trouver les mots demain soir pour essayer de réconcilier les camps, pour essayer de défaire un petit peu la défiance des partenaires sociaux. Puis je rappelle que les Français, aux 2/3, sont toujours très opposés à cette réforme des retraites. C'est un chiffre qui ne bouge absolument pas. Et avec des actifs encore plus nombreux. Hein. Exactement. C'est les retraités principalement qui défendent cette réforme. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que dans les dernières enquêtes d'opinion qui ont été faites ce week-end, on voit qu'il y a près de la moitié des Français qui souhaitent tout de même que le dialogue reprenne entre les syndicats et l'exécutif. Et donc, on va voir un peu quel mot va employer demain soir Emmanuel Macron dans son allocution à 20h. Est-ce qu'il va parler de crise? Est-ce qu'il va parler de défiance? Donc, tout le langage, tout le lexique employé par Emmanuel Macron va être très intéressant à décortiquer. Est-ce qu'il va sortir un petit peu de sa posture de réformateur? Ce qu'il a un peu redit lors de sa visite à Notre-Dame jeudi soir, il a dit moi, ma devise, c'est je tiens le cap, je réforme, je vais jusqu'au bout. Est-ce qu'il va sortir un petit peu de ce leitmotiv pour effectivement essayer... Qui peut hérisser, qui a hérissé. Qui a hérissé, évidemment, pour dire oui, effectivement, il y a peut-être un climat de crise, il y a peut-être une défiance qui est certaine et il faut essayer de renouer le lien. Peut-être reconnaître des choses. Mais la méthode Macron, elle interroge malgré tout, Richard Wehrli, parce qu'on l'a vu, il a promulgué cette loi en pleine nuit, quelques heures après justement la validation du texte pour l'essentiel de cette réforme des retraites. Bien sûr, l'opposition, mais aussi les syndicats ont réagi. Il a fait ça comme un voleur. On dit François Ruffin, Fabien Roussel ou encore Manuel Bompard. Est-ce que pour vous, la méthode, c'est la bonne? Parce qu'on sent qu'il a envie de passer à autre chose. Oui, alors qu'il ait envie de passer à autre chose, on le comprend. Parce que pour l'instant, il faut bien dire que ça bloque quasiment toute l'action du gouvernement. La preuve, des projets de loi importants, comme le projet de loi sur l'immigration, ont dû être reportés. Est-ce que c'est comme un voleur? Le droit a été respecté. Il pouvait promulguer cette loi. Ce qui est certain, c'est que le faire de cette manière, dans le souci de vouloir prendre tout le monde de vitesse, c'est... L'intersyndicale lui avait demandé de ne pas la promulguer. Ouais. C'est quand même une forme de provocation, c'est clair. C'est une manière de dire, ce que vient de dire Perrine, je tiens bon, mon cap, c'est les
les réformes et je n'en dévierai pas. Or, au fond, le mot qu'on pourrait utiliser, c'est l'intransigeance. Jusqu'à maintenant, de sa part, il y a eu une intransigeance affichée au nom de la nécessité des réformes. On voit mal comment cette intransigeance pourrait tenir, sachant qu'il y a le rendez-vous social du 1er mai et sachant qu'il y a un moment où il va falloir quand même inviter les syndicats, ce qu'il fait, mais pour l'instant les syndicats n'acceptent pas, autour de la table. Donc effectivement, quelle marge de manœuvre va-t-il se donner à lui-même en réalité? Parce que là, il s'est mis dans la position de celui qui dicte et les autres doivent suivre. Et est-ce qu'une porte de sortie pour lui, justement, ce serait peut-être de proposer demain soir peut-être plus de démocratie participative? Parce que ça, c'est quelque chose qui est réclamé par les Français depuis les Gilets jaunes et même avant, mais qui s'est beaucoup cristallisé au moment de ce mouvement social qui a été là aussi demandé avec le RIP, réellement. Donc est-ce qu'il pourrait aller vers ça, Perrine Arnaud, demain soir? Mais j'ai l'impression qu'il a déjà usé cette ficelle-là, puisque après les Gilets jaunes, il a proposé le grand débat, qui était un exercice démocratique de dialogue, qui avait plutôt bien fonctionné. Il y a eu la Convention citoyenne sur le climat, il y a eu aussi une Convention citoyenne là récemment sur la fin de vie. Donc c'est des artifices qu'il a déjà utilisés et qui n'ont pas quand même suffi à réparer le lien avec les Français. Mais vous parlez d'artifice. Oui, je parle d'artifice parce que quand je pense à la Convention citoyenne climat, il s'était engagé à mettre en œuvre toutes les propositions qui sortiraient de cette Convention climat et on sait qu'il n'en est rien aujourd'hui. Oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont considéré ça comme un échec. Exactement, tout à fait. Donc quand on s'engage sur ce type d'exercice démocratique, il faut aller jusqu'au bout. Donc c'est vrai que ça a été vu comme un artifice. Donc je ne sais pas s'il peut encore user de ce type de procédé. Est-ce que... Aller peut-être vers une vraie réforme. On va être très clair, le 49.3, l'article 49.3 a beaucoup crispé en France aussi, encore une fois. Richard Verly, vous le voyez aussi de Suisse. Moi, j'ai beaucoup défendu depuis le début l'idée que cette réforme aurait pu, et peut-être à mon avis dû, être soumise à référendum. Bien évidemment, je l'ai regardé de Suisse, où vous savez que la démocratie directe permet ce genre de choses. Et on a d'ailleurs voté sur la réforme des retraites par référendum en Suisse. La difficulté, c'est que le référendum, il exige une chose, c'est la sincérité. C'est la sincérité du pouvoir exécutif dans l'organisation de ce référendum et c'est surtout la volonté de toutes les parties en présence de respecter le résultat. Aujourd'hui, vu le climat social en France, je vois mal honnêtement comment un référendum, quel qu'il soit, ne pourrait pas tourner en pour ou contre Macron. Et ça, c'est la difficulté. Prenez un sujet qui est issu de la démocratie participative, la fin de vie, la Convention citoyenne qui vient d'avoir lieu. On pourrait imaginer un référendum sur un sujet comme celui-ci. À mon avis, immanquablement, vu le climat actuel, et s'il n'y a pas une sorte de dépressurisation, ça tournera en un référendum pour ou contre le président. Alors, et j'ajouterais juste, en France, on a quand même en mémoire le dernier référendum sur le traité européen. Les Français se sont sentis floués. Exactement, tout à fait. Alors pour la nouvelle secrétaire générale de la CGT, vous l'avez sans doute entendu, Sophie Binet, Emmanuel Macron n'a pas été élu, dit-elle, pour réformer les retraites. Il a été élu pour faire barrage au Rassemblement national. Et il fait tout l'inverse, dit-elle encore, avec sa politique. Il ouvre un boulevard au Rassemblement national. Qu'est-ce que vous pensez de son analyse? Parce que c'est vrai qu'on a vu le Rassemblement national pas dire grand-chose et monter. Oui, c'est vrai que pour l'instant, le Rassemblement national est très haut dans les enquêtes d'opinion. Marine Le Pen sort confortée de toute cette séquence, sort même confortée de tout ce qui s'est passé depuis un an et depuis le second tour de l'élection présidentielle. Il va falloir voir dans les semaines à venir comment tout ça se transforme, parce qu'il y a quand même de plus en plus de voix qui expriment la passivité des députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Il y a très très peu de propositions du Rassemblement national, il y a très peu de prises de parole du Rassemblement national à l'Assemblée. Et donc, est-ce que toute cette passivité, finalement, va finir par se voir? Est-ce que les Français vont s'en rendre compte? Donc ça, c'est une première question. Il va falloir voir aussi comment évolue le climat à l'Assemblée nationale. On a vu que cette semaine, ça avait été encore très compliqué. Par exemple, la loi de programmation militaire a été renvoyée devant le Conseil constitutionnel par une alliance un peu bizarroïde des Républicains, de la France insoumise, etc. On a vu aussi que le candidat du président de la République pour présider l'ADEME, l'Agence de l'environnement, a été rejeté à la fois par l'Assemblée nationale et par le Sénat. C'est une première, effectivement, depuis que cette procédure existe depuis 2008. Donc voilà, donc il y a un climat très instable quand même, à la fois à l'Assemblée, mais parfois un petit peu aussi au Sénat, où on a du mal à trouver une majorité vers l'exécutif. La question claire, c'est est-ce qu'il faut justement dissoudre ou non l'Assemblée nationale? Je crois que la grande peur du côté du gouvernement, c'est justement que ce soit en faveur des députés du Rassemblement national. Oui, enfin, c'est globalement la peur, c'est d'avoir une Assemblée qui soit
soit encore pire, j'entends, pour le gouvernement que celle-là. Dans cette Assemblée-là, Emmanuel Macron a encore une majorité relative, c'est-à-dire un socle sur lequel il peut agréger des alliés. Vous imaginez ce que ce difficilement, malgré tout. Difficilement, on l'a vu, ça pourrait être bien pire s'il dissout l'Assemblée nationale. En ce qui concerne le Rassemblement national, moi je crois que la grande question, c'est, on voit bien le jeu du gouvernement, parce qu'il faut parler de jeu, c'est d'être aujourd'hui le garant de l'ordre devant des violences qui risquent malheureusement de se multiplier. On a vu dans un certain nombre de villes. La difficulté... Et aussi le point des violences policières. La France a été dénoncée par l'ONU et par le Conseil de l'Europe. La difficulté, c'est qu'en misant tout sur le rétablissement de l'ordre, c'est-à-dire Emmanuel Macron, au fond, cherchant à reconquérir cette majorité silencieuse, si tant est qu'elle existe, qui veut que la France redevienne calme, eh bien on préfère toujours l'original à la copie, et le parti de l'ordre, ce serait le Rassemblement national. Donc c'est un jeu effectivement très dangereux. Emmanuel Macron, il n'a pas le dos au mur comme on a l'habitude de l'écrire, il a le dos au Rassemblement national. Alors qu'est-ce qu'il peut faire maintenant, justement? Comment peut-il relancer ce quinquennat, Perrine Tardif? Alors certaines des rumeurs qui circulent, c'est de trouver un bon Premier ministre qui viendrait du camp de la droite, en fait. On parle beaucoup de Gérald Darmanin, d'ailleurs. On parle de Darmanin, on parle de Gérard Larcher aussi, le président du Sénat, qui aurait le profil un peu idoine, puisque on sait qu'il a été ministre du Travail, il connaît très bien les partenaires sociaux avec qui il entretient d'excellentes relations. Il vient évidemment du camp des Républicains. Il a soutenu la réforme des retraites aussi. Il a soutenu évidemment la réforme des retraites. Donc effectivement, l'option, ça pourrait être essayer de trouver un profil de ce type-là. Bon, pour l'instant, Gérard Larcher, il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit oui, donc, mais ça veut mais dire il n'a pas dit non plus. Ça veut dire que il a dit qu'il fallait une majorité, il a dit qu'il fallait un projet et surtout il fallait un contrat entre le président de la République et le futur chef de ce gouvernement. Donc il n'a pas vraiment dit non. Mais pour l'instant, il y a quand même... C'est un peu ce qu'ils avaient proposé en fait dès le départ, dès le début. Il y a quand même eu un exemple. Oui. C'est très intéressant l'équation de Gérard Larcher. Je ne sais pas du tout si c'est sérieux et si ça va marcher. Mais le bon moment finalement de la première présidence Macron, ça a quand même été le moment Jean Castex. Jean Castex a surpris tout le monde. La plupart des gens ne le connaissaient pas. Beaucoup de critiques au départ. Moi, je ne le connais. Oui, mais un homme qui venait de la droite, de manière assumée, qui avait des racines locales, qui était un élu local et qui savait à la fois, semble-t-il, parler à Emmanuel Macron, ce qui n'a pas l'air d'être toujours facile, et parler à la haute administration et aux grands élus. C'est un technocrate aussi. Donc, oui. Absolument. Donc moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ce qui est certain, personnellement, je l'ai souvent dit ici, c'est que je ne vois pas la longévité du côté d'Elisabeth Borne après ce qui s'est passé. Pour vous, c'est terminé, Elisabeth Borne? Je ne sais pas si c'est terminé, parce que ça dépend du président de la République, mais il me semble que la corde Elisabeth Borne est tout à fait usée. Et aller vers la gauche, ça, ce serait une possibilité ou plus du tout? J'ai l'impression que là, avec la gauche, ça sera très difficile à réconcilier. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron renonce à sa réforme des retraites pour aller vers la gauche. Ça semble impossible autrement. Mais justement, pour parler aussi de l'intersyndicale, Richard, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec cette journée du 1er mai qui va être sans doute très suivie, sans doute un 1er mai historique, la mobilisation sociale ne semble pas retomber pour le moment. On verra. Il y a eu moins de monde, effectivement, lors des jeudis de grève. Mais là, avec ce qui s'est passé avec la promulgation en pleine nuit, on verra aussi ce qui se dira demain. Est-ce que vous croyez que l'intersyndicale va continuer à se battre mordicus pour que cette réforme, justement, soit retirée? Mais elle a l'intersyndicale, un élément maintenant sur lequel s'appuyer, c'est tous les cavaliers, les éléments qui avaient été rajoutés à la loi, qui ont disparu suite à la décision du Conseil constitutionnel. Donc il y a aujourd'hui un besoin objectif du gouvernement de renégocier une partie finalement de cette loi. Et ça peut être un point d'arrimage pour les syndicats. À mon avis, très franchement, à un moment donné, Emmanuel Macron va devoir lâcher du lest budgétaire, d'une manière ou d'une autre, sous forme d'augmentation de salaire ou autre. C'est exactement ce qu'il ne voulait pas faire. Donc là, il y a une situation de contradiction pour le gouvernement. Et justement, ce qu'ils ont lâché aussi, c'est ce qui avait été accordé à la droite. Est-ce que la droite pourrait de nouveau dire, bon, bah écoutez, non, cette réforme, on n'en veut pas, enfin, certains éléments? Non, je ne pense pas. Mais effectivement, ce qui va être intéressant de voir, c'est de voir comment le gouvernement arrive à trouver une majorité autour de cette future loi travail et avec quel contour. Et notamment, on pourrait essayer de raccrocher la CFDT. On voit bien que l'intersyndicale, qui tient très bien jusqu'à maintenant, qui a été très unie, Laurent Berger, dans Le Parisien, ce matin, disait, bon, moi, je veux pas d'autres manifestations avant le 1er mai. Je veux, en revanche, qu'il y ait énormément de monde, que ça soit massif le 1er mai. Or, on voit que de ci, de là, il y a quelques petits coins qui sont en train d'être enfoncés. Les syndicats de la SNCF appellent à une journée morte jeudi 20 avril. La France Insoumise appelle aussi à des manifestations comme ça, sporadiques, spontanées dans la rue. Donc il va falloir voir une fois de plus si l'intersyndicale continue de tenir, une fois maintenant que le texte est promulgué, et si l'exécutif n'arrive pas à arrimer la CFDT vers une loi travail qui pourrait aller à ce syndicat.
Et Elisabeth Borne qui dit vouloir accélérer justement les réformes maintenant, c'est un vœu pieux, non? Non, je crois que c'est le cap qu'a donné Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il dit, c'est quand même depuis le début, il dit j'ai été élu pour faire cette réforme, je vais continuer de réformer. Le terme que tout le monde utilise, c'est le plein emploi, aller vers le plein emploi. Donc moi, je ne suis pas étonné. Elisabeth Borne, au fond, c'est un bon soldat. Elle joue son rôle, elle l'a joué pour l'instant avec une certaine efficacité, à son détriment propre, parce que son avenir politique, encore une fois, me paraît assez terne et assez improbable. Donc je ne suis pas étonné. Là où Perrine a raison, elle l'a dit dès le début, c'est qu'Emmanuel Macron, s'il veut être entendu, il doit dire quelque chose. Parce que s'il dit ce qu'il a toujours dit, il ne sera pas entendu. On va l'écouter demain soir. Merci à vous deux d'être venus justement décrypter cette semaine politique très riche en France. Merci à vous.